Je sais pas, je m'enfonce. Mais comment ça, tu t'enfonces? Mais ça doit être les sables mouvants. Mais Panoramix, il n'y a pas de sable mouvant dans cette région. Mais si tu veux mon avis, il serait temps de les signaler. Parfois, il y a des films qu'on trouve détestables, sur lesquels on peut critiquer les choix qui ont été faits, le scénario, le jeu des acteurs, la réalisation. On aime, on n'aime pas, on ressent, on déteste, on a de la haine. Et même si c'est négatif, on ressent. Je déteste Prometheus. C'est la trahison de ma vie. Un coup de poignard dans mon dos. Okay, I know this is amazing, but we are professionals, so let's be extra careful so that we can get all of the answers we are questioning. Mais j'adore le détester. J'ai la haine, mais je ressens quelque chose. Why are we even running into the shadow of this falling shit? I have no idea! Et parfois, il y a des films qui sont au-delà de ça. On ne ressent ni haine ni amour, on ne ressent rien. Même pas de la déception, même pas de la frustration. Et il n'y a rien de pire que l'indifférence. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, le dis bien. Laissez-moi vous expliquer comment j'analyse les films habituellement. Depuis 4 ans que je poste une vidéo par semaine sur la chaîne, j'ai la même routine. Je lance le film, que je le connaisse ou pas, je le regarde juste avant de tourner. J'ai mon ordi sur les genoux et je note tout ce que je ressens. Quand j'ai ri, quand j'ai pas ri mais que j'ai compris l'intention, quand j'ai trouvé ça raté, quand j'ai trouvé ça touchant, bien fait, mal fait, les répliques cultes, les passages à retenir, l'emplacement des extraits pour le montage. Bref, ça prend une dizaine de pages Word. Sous forme d'annotation qu'au montage, je m'y retrouve plus facilement. Mais pour une fois, en 4 ans, et plus de 220 vidéos maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Voici ce que j'ai noté. Et à partir de là, je n'ai plus rien noté dans le film. Parce que j'ai rien ressenti. On va le développer, mais je n'ai pas détesté. Je l'ai pas trouvé raté, même pas. Je ne peux même pas dire que je n'ai pas aimé. C'est pire. J'ai rien à ajouter sur ce qu'ils auraient dû faire de mieux, de moins bien. J'ai rien à ajouter, j'ai rien à suggérer sur ce qu'ils auraient dû faire de mieux. Il y avait juste rien. C'était le film le plus chiant du monde. Bien entendu, on va en parler en détail. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Et alors qu'on vient de m'apprendre hier qu'un 6e film en prise de vue réelle était en projet, alors que cette saga s'enfonce de plus en plus dans l'anonymat le plus complet, il est temps de conclure, pour le moment, notre rétrospective Astérix. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Moi aussi, je suis amoureux. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Et pour ça, on va devoir faire comme pour les taxis, un petit bilan. Un petit bilan de la licence Astérix à l'écran depuis 99 avec Astérix et Obélix contre César jusqu'à ce film-là. Je l'aime! Tu m'entends? Comment ça, tu l'aimes? Comment ça, tu l'aimes? Et ils sont où? Ils sont où, les Égyptiens? On va revenir sur les 4 films qu'on a déjà fait très brièvement, puis on va parler du tournage de ce film-là, des complications liées au Covid notamment, puis on va essayer, et c'est difficile, d'analyser le vide. Et c'est pas facile d'analyser le vide. Fais bien attention parce que je l'ai bien chargé. T'en as bu? Non, j'ai juste un petit peu goûté. Mais avant tout ça, c'est notre minute sponsor, car la vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Il arrive parfois, quand vous êtes en plein rush, dans votre boulot, ou que vos travaux prennent du retard, ou si, comme moi, vous cumulez 2 boulots, parfois 3, et que vous avez peu de temps pour manger. Eh ben, plutôt que de manger mal, voici la solution que j'ai validée personnellement. YFood, c'est une alternative à un mauvais repas. Alors attention, ce n'est pas le nouveau tricatel du 21e siècle, ça n'est pas non plus fait pour perdre du poids, il ne s'agit pas de remplacer vos repas, mais de faire face à un imprévu ou à une situation inconfortable qui vous forcerait à mal manger sur le pouce. Grâce à YFood, vous aurez sous la main un repas équilibré et sain et qui vous redonnera 3 à 5 heures d'énergie, disponible sous 3 formes. La bouteille à boire avec une multitude de parfums à découvrir, y compris pour les véganes, les barres énergétiques, plus faciles à transporter, ou les poudres à mélanger avec de l'eau dans un shaker. Pas besoin de les conserver au frais, vous pouvez les consommer durant 1 an et je vous conseille d'avoir une bouteille chez vous, une dans votre sac, une sur votre lieu de travail par exemple, comme ça en cas d'imprévu vous avez tout ce qu'il faut sur place. Les emballages sont climatiquement neutres, les produits sont sans
sans sucre ajouté, noté A sur l'échelle Nutri-Score. Et grâce au code promo Nico TV YouTube, vous avez 20% de remise, du 17 au 19 mai inclus, puis 10% au-delà, et c'est un moyen de soutenir la chaîne tout en vous régalant. Et je vous conseille le pack découverte pour vous faire votre propre idée. Merci à vous. Vous avez le lien dans la description, vous avez le code promo qui est ici également. Ça vous permettra à vous de tester et ça vous permet également de soutenir la chaîne en même temps. En tout cas, faites-vous plaisir. On est parti pour Astérix, l'Empire du Milieu. « 1999-2023. Ça fait 24 années. 24 ans où je suis passé progressivement, étape par étape, d'un adolescent de 15 ans, émerveillé à l'idée d'aller voir Astérix et Obélix contre César au cinéma, accompagné de mes deux parents, impatient de découvrir comment ils avaient donné vie à deux de nos personnages de BD les plus appréciés. C'est César abruti. Tu me livres à Jules César, l'abruti, c'est toi. Moi, je croyais que j'étais Obélus. Oui, mais... Sous les traits à l'époque de Christian Clavier et de Gérard Depardieu, entourés d'autres grands acteurs, choisis pour leur talent, et aussi leur nationalité pour certains, afin de séduire un public européen. Avec Gottfried John, impeccable en César, ou encore Roberto Benigni, dans le rôle de Détritus. Tu es au courant? Tu es un courant? C'est à toi que je parle, Détritus. C'est à moi, Détritus, et parle César. Une époque où l'on choisissait soigneusement son casting par rapport au talent de leurs acteurs et non pas au nombre d'abonnés Instagram. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Je me rappelle d'une salle pleine et excitée, durant ce que j'appelle l'âge d'or de notre pays, à savoir de 1997 à 2000. Et bien que le film ne soit pas parfait, Christian Clavier faisait du jacouille, mais en même temps, c'est sans doute ce qu'on lui demandait de faire à l'époque. Je plaisante. Oh, c'est pas drôle, hein? Mais ça va, marche normalement, je t'ai dit que je plaisantais. On sait jamais. Mais la musique était au top, les costumes étaient beaux. Le film nous réservait son lot de surprises par rapport au BD en nous proposant de l'inédit. Et beaucoup disent que l'Empire du Milieu, c'est le premier Astérix qui part d'un scénario original. Je suis à moitié d'accord avec ça, parce que même si le premier de Claude Zidi est une espèce de fusion de plusieurs BD, notamment le Devin et celui où Panoramique se fait réellement enlever dans la Réunion des Druides, il y a quand même de l'inédit avec le cirque, avec Détritus qui capture César, César qui collabore avec les Gaulois pour s'en sortir. Tout ça, on ne l'avait pas vu. Donc il y avait déjà de l'inédit dès le premier film. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bout de sa barbe. Il doit être à l'autre bout. Puis 3 ans plus tard, ça n'était plus en famille, mais avec mes amis du lycée et mon amoureuse de l'époque que j'étais allé voir Astérix Mission Cléopâtre. Dans le petit cinéma du centre-ville de Hyères, la ville dans laquelle j'ai grandi, car c'était le seul où on pouvait aller à pied directement sans prendre les transports ou sans être dépendant des parents pour nous emmener en voiture. Et c'était l'un des premiers films que j'ai pu aller voir sans mes parents justement. Et c'était un pur hommage à la BD de départ, tout en flirtant avec la parodie, mais sans négliger l'esthétique puisque le film est beau, la musique est tout aussi emblématique que dans le premier film, et Christian Clavier était enfin correctement dirigé. Vous êtes nouveau ici? Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. Oui, c'est pour ça. Parce que cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide. J'aimais amuser les plus jeunes, et même si le film a vieilli car il appartenait à une époque révolue, à un humour révolu, avec des références datées, il était devenu le modèle à copier et à suivre pour les prochains films. Et c'est d'ailleurs le principal problème de tous ceux qui vont suivre. Essayer de faire pareil, c'est souffrir de la comparaison, et c'est donc perdu d'avance. Astérisque. Rix. Risque. Rix, en fait. Risque, Mais à l'époque, je n'avais pas encore compris ça. 2008, j'avais encore grandi, j'étais au milieu de la vingtaine, et pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, je vous ai déjà raconté cette histoire. Ennui mortel, grand moment de gênance en salle, le film était très laid visuellement. C'était le début de l'époque caméo à gogo, sans aucune utilité scénaristique, surtout quand ils étaient tous empilés dans l'épilogue. Empilés dans l'épilogue. Elle est pas mal celle-là. Mais le film était globalement tellement plat et soporifique que paradoxalement, c'était le seul moment que j'avais retenu dans le film, avec la course de chars. Et la BD qu'ils avaient choisi d'adapter, Astérix aux Jeux Olympiques, faisait partie des BD que j'appréciais le moins. C'était l'une des BD les moins intéressantes, bien qu'elle soit la plus exportable. Donc ça n'était pas emballant qu'on nous raconte à nouveau cette histoire-là. Mais un raté même à 78 millions d'euros, cela peut arriver.
Astérix restait, à l'époque, une saga potentielle que l'on pouvait encore dérouler presque à l'infini tant qu'il y avait des albums exploitables ou tant qu'il y avait des idées. Et en 2012, pour Astérix au service de Sa Majesté, à bientôt la trentaine, j'y suis allé avec mes amis que j'ai toujours aujourd'hui, ceux que l'on garde à vie. Et autant celui aux Jeux Olympiques pouvait être énervant tant le potentiel du film était gâché par une mauvaise maîtrise artistique avec des égos de stars à gérer, autant celui-ci était le film de l'indifférence, tant je n'avais rien ressenti à cette double BD adaptée sans aucune saveur, et pourtant jouée par des grands acteurs, Valérie Lemercier en tête, qui avait l'air de s'ennuyer à mourir dans un français à l'accent anglais caricatural à mort. Parce que là-bas, ils parlent une autre langue que nous, ça s'appelle l'anglais. Ah, alors par exemple, pour dire je voudrais un sanglier rôti, s'il vous plaît. Eh bien, en anglais, on dit je voudrais un sanglier rôti, s'il vous plaît. Je n'avais jamais ressenti que ce film avait coûté 65 millions d'euros. Là où le précédent aux Jeux Olympiques était de l'argent jeté par les fenêtres, celui en Grande-Bretagne, je ne voyais même plus où était passé l'argent. Tout ça pour vous dire, en petit bilan, qu'en 24 ans, j'ai eu le temps de passer d'un adolescent naïf qui va voir des films avec ses parents, à un adolescent qui était fier d'y aller sans ses parents mais avec sa petite amie, à un jeune adulte de 24 ans qui était un peu nostalgique de son enfance et qui voulait encore y croire, à un adulte de la trentaine qui devait faire plus ou moins son devoir de patriote en allant voir un film qui a coûté cher et qu'il fallait rentabiliser, celui en Grande-Bretagne, parce qu'Astérix, c'était les films à gros budget du cinéma français, où on nous promettait des effets spéciaux à la pointe de la technologie, mais de notre technologie à nous, un gros casting, bref, un divertissement censé être au minimum honnête. Et j'ai grandi. Et on a tous grandi. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je m'étais beaucoup posé de questions. Est-ce que c'est le fait de grandir qui fait que je trouvais les films Astérix de moins en moins intéressants? Est-ce que c'était plus de mon âge? Est-ce qu'il fallait grandir, arrêter d'aller voir des films pour les enfants? Est-ce que c'était moi le problème? Puis en 2014, j'ai compris, grâce à Alexandre Astier. Vite, Obélix, fonce! C'est quel barbu qu'il faut taper! Pourquoi t'en mets de ça? Tu sais bien ce que ça fait chaque fois. J'ai modifié! Si à 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt? 1. Car Astérix, le domaine des dieux, film en animation 3D, m'avait emballé. C'était beau visuellement. Pas de village en carton-pâte, pas d'acteurs en cosplay, pas de caméo inutile, bien que le casting des doubleurs était absolument parfait. J'avais 30 ans, à peine 2 ans de plus que le précédent Astérix, et pourtant ce film m'avait tout donné. Et j'ai tout pris. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça c'est formidable. J'ai ri, j'ai eu peur pour eux, je me suis attaché à eux, j'étais comme un gosse en salle. Bref, j'ai regardé un film qui m'a transporté quelque part. Un film d'animation, certes, mais avec des émotions. Pixar y arrive très bien, alors que c'est de l'animation. Il n'y a pas de jeu d'acteur, il y a un jeu dans le doublage, mais j'ai ressenti. Ça fait du bien de ressentir. Il y avait également l'imagination sur chaque plan, une direction artistique, un sens de l'humour identifiable. Et 4 ans après, rebelote, avec en plus une histoire inédite, toujours signée Astier et Louis Clichy, Astérix et le secret de la potion magique. Astérix avait à nouveau de l'avenir avec le format le plus adapté à une bande dessinée, ça me paraît évident, mais le film d'animation, bah oui, moins cher et pas besoin de se déguiser avec des cosplays à 2 balles. Pourquoi ne pas refaire les 12 travaux d'Astérix, l'animé qu'on préfère tous, je pense, en version film d'animation? Le 17-2. Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer. Des nouvelles épreuves, une réactualisation de l'humour, et je signe direct pour aller voir ça. Et vous pouvez vous adresser au guichet 35, demander à l'huissier. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. Donc c'était pas une question d'avoir grandi, c'était pas une question de c'était plus de mon âge, c'était juste une question de justesse et d'un film bien foutu ou pas. Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison! La ferme cubitus. Et puis apparemment, certaines personnes n'ont rien appris de ça. Les héritiers de Goscinny et Uderzo, entre autres, n'avaient effectivement rien compris. Et alors qu'on était dans l'attente du prochain film d'animation d'Astier ou d'un autre, on nous annonce le retour d'un Astérix en prise de vue réelle, dont le tournage commencerait au printemps 2020. Mais quand on m'a annoncé un nouveau film signé Guillaume Canet, je ne suis pas fan, je n'ai pas aimé Ne le dis à personne, je n'ai pas aimé Les Petits Mouchoirs, mais je respecte. Je l'avais découvert dans Le Voyage de Pénélope, pour ceux qui connaissent. Et tu mets jamais d'huile dans ta bagnole? De l'huile dans une voiture à essence, bien sûr que non. Elle a plus de bielle ta voiture, tu l'as coulée. Ça doit pas être très compliqué à trouver une bielle, non? Non, justement, ça se trouve pas, ça se trouve plus. Depuis la fin de la guerre, on n'en fait plus des bielles comme ça. Mais même si j'étais déçu qu'on revienne à des prises de vue réelles, alors qu'on avait tout avec les films d'animation, c'était quand même Guillaume Canet, et surtout, une nouvelle histoire inédite. Je me suis dit qu'ils avaient dû avoir une idée de malade, et j'étais tenté.
Bonjour Bélix. Ne trouve pas là. Mais tu m'aimes plus? Oui, dis oui. Mais j'y suis pas allé. Pas cette fois. C'est le seul Astérix que je n'ai pas vu en salle, dessin animé compris. Tu sais quoi, Obélix? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes. Des légumes? Hein? Tout ça et des filles. Des légumes. Et pourquoi? Parce que, je l'ai dit, en 24 ans, on en comprend des choses. Mais surtout, la bande-annonce, je pense, nous a quasiment tous dissuadés d'y aller. On voyait du grand classique, un film fier d'afficher tout son casting, et on sait qu'en 2 heures de temps, tu ne parles pas de 40 personnages. Matériellement, on le sait que c'est impossible. Ils étaient vraiment fiers de leur connerie de te mettre une page que de noms, et avec toutes les affiches qui allaient avec. Chacun avait son affiche individuelle, alors qu'on se doutait tous qu'ils allaient avoir 30 secondes pour la plupart à l'écran, parce qu'en 1h40, 2 heures, tu ne peux pas donner du temps de jeu à tout le monde. On le sait maintenant, on l'a compris, on était cons à l'époque, on ne l'est plus. Parlons du tournage, c'est notre deuxième partie de vidéo. Lorsque le producteur Alain Attal obtient les droits auprès de l'éditeur Hachette pour un nouvel Astérix en prise de vue réelle, c'est sous certaines conditions pour ne pas rééditer les erreurs du passé. Faire un reboot pour tenter d'oublier les échecs ou semi-échecs des films précédents, et réduire le champ des possibilités concernant le réalisateur, qui doit remplir certains critères. Une folie. 1. Avoir réalisé un film en anglais. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. N'importe quoi. 2. Avoir gagné un César. Judith Brioche. Oh non, merde. Excusez-moi. Juliette Godemiche. Et 3. Avoir déjà connu un grand succès en salle. Celui-là, je peux le comprendre. Mais il y avait très peu de monde pour remplir toutes les cases. Et Guillaume Canet remplissait toutes les cases avec son film Blood Ties, donc banco, sachant qu'il a été soutenu par les héritiers d'Uderzo et Goscinny qui, comme d'habitude, s'illustrent de par leur bon choix et leur bon goût. Alors que le scénario est bouclé en parallèle, le producteur Alain Attal assiste à l'inauguration du centre Pompidou de Shanghai, un musée français implanté à Shanghai, inauguré le 5 novembre 2019 par Emmanuel Macron, ce qui sera l'occasion pour le producteur de rencontrer des acteurs et des actrices chinois. Le tournage devait d'ailleurs en partie se dérouler en Chine afin de profiter des décors naturels somptueux et dépaysants pour le public européen que nous étions. Mais alors que tout était prêt pour un tournage au printemps 2020, la pandémie du Covid-19 se déclare précisément en Chine, puis rapidement dans le monde entier, en quelques semaines, ce qui décale le tournage au minimum d'une année. En ce qui concerne le casting, qui était déjà quasiment bouclé, Guillaume Canet n'avait pas prévu cependant à la base de jouer Astérix lui-même, souhaitant se concentrer sur son rôle de réalisateur, et je pense que c'était une bonne idée. C'est assez complexe parce que y a une frustration de part et d'autre. Faut pas se mentir, c'est-à-dire que quand je joue, j'ai envie d'être complètement à mon personnage et j'ai pas envie d'avoir toujours la moitié de mon cerveau qui regarde si la caméra est arrivée au bon endroit, au bon moment. Et puis quand je réalise, ça m'emmerde d'aller au maquillage alors que je suis en train de préparer le plan sur le plateau et que non, il faut que j'aille me faire mettre la perruque ou faire le truc. C'est le producteur qui lui dira qu'il n'y avait pas besoin d'ouvrir un casting pour jouer Astérix puisqu'il pourrait parfaitement le faire. Et moi, je me retrouve dans une réunion en fait chez Pathé où on doit décider, trouver un acteur pour le rôle d'Astérix. On est là et il y a Jérôme Sédou à côté de moi, il y a le patron de Pathé, il y a d'autres producteurs, les coproducteurs du film, l'équipe et tout. Et à un moment, il y a Jérôme qui se tourne vers moi et qui me dit mais c'est toi Astérix? J'ai commencé à dire bah oui, toi, t'es volontaire, t'es un meneur, t'aimes emmener les gens avec toi, t'es bagarreur, tu veux aider les gens, tu veux truc, nanana. C'est parfait, c'est toi, c'est voilà, allez, c'est bon, c'est Guillaume. Et il se lève, parce que moi je lui dis non mais c'est pas possible, je peux pas jouer et réaliser le film, c'est trop de boulot, c'est pas un truc. Il me dit mais si, tu l'as déjà fait, tu vas le faire très bien et tout, nanana. Et il se lève et il sort. Et en ce qui concerne Obélix, afin de succéder à Gérard Depardieu qui était hors jeu, Gilles Lelouch a dû prendre une vingtaine de kilos pour le rôle, à raison de 5 repas par jour, et en faisant beaucoup de musculation. Pourtant, il a l'air si maigrichon dans le film. On dirait qu'il se tient les fringues pour pas que ça tombe. C'est le
casque. Oh, c'est à cause du casque. L'objectif pour Guillaume Canet est simple, reprendre l'humour du deuxième film, Erreur, tout en proposant un vrai film d'aventure épique, entre Braveheart et Tigre et Dragon, sur un fond de combat à base de kung-fu, Guillaume Canet étant particulièrement fan de ce style de combat au cinéma. Et là, elle, voilà. Elle en prend un, le pied qui glisse. Moi, j'étais fan un peu du cinéma asiatique, de Tsuyark, de Ang Lee, de tout ça. Je me suis dit, putain, je vais pouvoir faire des combats au câble avec des trucs de fou, des grandes batailles et tout ça. Bah, c'est raté. Mais repoussé à mars 2021, le tournage n'aura pas lieu en Chine à cause de la crise sanitaire, mais dans les studios de Brie-sur-Marne pour les intérieurs, et en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme. Et oui, dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Dans le Puy-de-Dôme, donc, pour les extérieurs. Et d'un seul coup, ça devient beaucoup plus banal. Je pense que j'aurais réécrit complètement le scénario et j'aurais oublié la Chine. Si c'est pour faire un film en Chine sans l'avoir, ça ne sert à rien. Mais qui dit tournage au printemps en Auvergne, dit forte chance de pluie. Un problème que Guillaume Canet va soulever lors de la préparation du film. Je pose une question qui est peut-être un peu con, mais si on arrive là-bas et que... Et qu'un jour il pleut, un jour il fait soleil, un jour... Et s'il pleut tous les jours. Ça fait un très joli film sous la pluie. Du coup. Et on est couvert, ça, par les assurances? Pas du tout. C'est de prendre des risques. C'est avec ce genre de remarques, pour savoir s'il est assuré ou pas, qu'on se rend compte qu'il a quand même été poussé dans le grand bain sans ses brassards, le gars. Laissez-moi plonger, je suis médecin. De toute façon, il faut qu'on se dise un truc, c'est qu'on va en chier sur ce film. Il y a des trucs sur lesquels on va vraiment chier. Donc je vous le dis, il faut qu'on rigole. Parce que de toute façon, on va en chier. Je suis d'accord. Donc il faut qu'on en chie en rigolant, parce que sinon... C'est un réalisateur, il a déjà fait des films, mais personne n'est préparé pour faire un film comme ça. Et je vais pas blâmer Guillaume Canet dans cette vidéo, qui était pour moi pas adapté à ce genre de projet, parce qu'il va être plus fier de gérer des centaines de figurants, de gérer des problèmes au quotidien, de gérer cette usine et d'être fier d'avoir réussi à faire un film au final. On a eu beaucoup de galères, de météo, de blessures de comédiens, de manque de disponibilité. Quand on a un casting comme ça, c'est très très compliqué de réunir tout le monde, avec les concerts, avec les films, les tournages, les promos, les trucs. Donc un tel qui peut plus, et puis un tel qui peut, et les trucs. C'était vraiment le bordel. Parce qu'à la fin, quand on galère autant, on se contente d'en réussir à sortir quelque chose. C'est comme un plat sur Top Chef ou au meilleur pâtissier, bah tu préfères sortir quelque chose de moche parce que t'as galéré pendant 2 heures plutôt que rien montrer. Je peux rien récupérer là. Là, je vais m'énerver. C'est exactement ça le problème. C'est qu'il était tellement fier, et pas à tort, de réussir à faire quelque chose malgré les galères qu'on va voir, bah qu'on s'en fout si le film est pas bon au final, il a réussi à faire un film. Parce que dans les conditions dans lesquelles on travaille, on est obligé de tourner à une vitesse pas possible. Là, on a eu des temps, des moments où tout s'est arrêté pendant 1 heure à cause de la pluie. Il faut que derrière, ça puisse être... Enfin, il faut que dès la première prise, il faut que ça te défonce, quoi. C'est-à-dire que le point doit être bon, ça veut dire que les plans doivent être bons, les cadres, les acteurs doivent être bons. Et j'ai eu 1 à 2 prises à peine, quoi. Bah figurez-vous que le making-of est aussi chiant que le film lui-même. Mais il est intéressant à analyser pour expliquer bien des choses. Car comme il devait profiter des accalmies pour tourner vite, et avec le moins de prises possible, je pense, mais je peux me tromper, que Guillaume Canet se contentait de peu en matière de jeu d'acteur tant que ça ne bafouillait pas, et que ça ne souriait pas. Tant que c'était exploitable, il validait. Et franchement, sur le tournage, je ne vois pas trop quoi vous dire de plus. Il y a plein de choses dans le making-of, mais il n'y a rien d'intéressant à vous raconter. La preuve, c'est que si vous voulez des anecdotes, même ceux qui étaient sur place, ils n'arrivent pas à vous en trouver. Regardez ça. C'est le premier jour de tournage. Cléopâtre, scène d'engueulade avec Vincent Cassel. Ben, la scène s'est déroulée, on a coupé sur le coup de 14h, 14h30, on a mangé. Mais il raconte sa journée. Bah oui, j'ai pas de souvenir. Il n'y a pas du tout une anecdote. On arrive à 8h. On arrive sur le coup de 7h, j'entends quelqu'un qui chante, je me dis, oh, ça peut bien être. Oh putain, ouais, ça... tu te fais coiffer, tu manges à quelle heure? Globalement, je pense qu'ils se sont tous fait autant chier que nous. Même si Gilles Lelouch et Jonathan Cohen ont à un moment tellement attendu avant de tourner,
qu'ils ont commencé à péter un câble entre eux, amenant des crises de fou rire incontrôlables qui ont foutu le bordel sur le plateau, alors que les autres étaient en train de travailler. Mais c'était devenu nerveux pour eux. Grande anecdote, on a attendu à peu près 8 heures avant de tourner un jour. À un moment donné, t'attends 1 heure, 2 heures et tout, ça va. 3 heures, 4 heures, là les cerveaux ils commencent un peu, les fils ils commencent à se toucher. Et là, on devient fou dans les loges, on crie, on hurle, ouais, et on devient des maboules et tout, et on commence à faire n'importe quoi. Vous avez tourné ce jour-là ? Et on a tourné vraiment une demi-heure. Mais on est devenus fous, on a fait tous les jeux de rôle possibles et inimaginables. C'est pas ouf, hein, l'anecdote. Ouais, mais pour nous, elle était fou de Oui, mais l'intérieur. nous qui n'y étions pas, oui. José, je sais pas si t'es comme moi, c'est pas ouf. Alors évidemment, le contexte de la sortie est tout aussi compliqué que le tournage en lui-même. Les salles de cinéma étaient vides, on avait perdu l'habitude de se regrouper devant une toile. Moi le premier. J'en parlerai plus loin, mais je faisais partie de ces gens qui étaient contents de voir le moins de monde possible durant le Covid-19. Même si j'ai pas été confiné un seul jour parce que je fais un boulot qui ne nécessite pas de fermer quoi que ce soit, c'était un service public donc il fallait être là. J'ai pas des bons souvenirs de cette époque-là. Mais puisqu'il y avait plus de sorties, il y avait plus de week-end, on a tous ressorti les vieilles consoles du placard, ou presque, on a tous lu des bouquins, on a tous regardé des films, on a regardé Netflix, on a écrit, enfin on a fait des choses qu'on ne prend pas le temps de faire d'habitude parce qu'on n'a pas le temps. Et cet Astérix-là, ça aurait dû être le déclencheur pour redonner aux gens l'envie d'aller en salle, tous ensemble, de faire la fête autour d'un film. Une communion. Et il fallait entre 6 et 8 millions minimum pour rentabiliser le film. C'est raté. Mais 4,6 millions d'entrées en France. 6,5 millions au total dans le monde. C'est pas bon du tout si on prend en compte le budget du film. Mais en même temps, quand tu vois qu'Avatar 2, j'aime pas Avatar, j'en ai rien à foutre, j'y suis pas allé non plus. Mais quand tu vois qu'Avatar 2, ça a fait que 6,5 millions en France, pareil que le deuxième Top Gun, ou que Jurassic World fait moins que 4 millions, bah 4,6, c'est pas si mal. Le plus grand carton de ces dernières années après le Covid, c'était Mario, plus de 7 millions en France. Mais les cartons à 8, 10, 12, 14 millions, ça n'existe plus au cinéma, c'est fini. Donc 4,6 millions d'entrées en salle, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est un échec uniquement parce qu'il avait un budget démesuré pour un tel résultat. Mais en termes d'entrée, c'est honorable. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec. Bon, ça va, ça va. Honorable, mais pas rentable. Pourtant, ils vont recommencer. Parlons du film maintenant, et finissons-en. C'est très facile, vous êtes aveugle. Je présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et celle-là, tu l'as vu venir? Vous l'avez vu, j'ai annoté le film durant seulement les premières minutes. Parce que l'intro, en 50 avant Jésus-Christ, etc., bah, c'est ce qu'on s'attend à voir. Tous les films devraient commencer par là. C'est un repère, c'est rassurant. Et la vue satellite du village gaulois sur lequel on va zoomer, bah, c'est pas trop mal foutu, c'est même bien foutu, beaucoup mieux que les autres films. Parce qu'on a vu sur ce plan-là qu'on avait avancé dans le temps et qu'on avait peut-être fait des progrès en effets spéciaux. Puis après, encore une fois, plus rien. Le vide. Et Guillaume Canet a dit. Il comprend pas pourquoi ce film qui avait une simple vocation à distraire ait autant été attaqué par la presse et par le public. Comme si le fait de gérer, et encore une fois c'est dur, des centaines de figurants, la météo, le Covid, les costumes, rien ne lui a été épargné. Mais comme si réussir à faire un film, ce film était déjà une réussite en soi. Mais on est à une époque où c'est pas parce que tu déguises tes acteurs en cosplay en Astérix et Obélix que ça devient un bon film pour autant. C'est pas parce que tu vas voir Obélix donner des baffes aux Romains que d'office on va rigoler. Parce qu'on l'a déjà vu 50 fois, au moins. Le pire, c'est qu'il se passe rien dans le film, et pourtant je comprenais rien à ce qui se passait. Un sacré paradoxe. Par exemple, d'un seul coup, il y a Zlatan, le garde du corps de César, mais c'est en regardant les anecdotes du film que j'ai compris que c'était ça, parce que j'ai pas compris ce qu'il foutait là. On le voit devant une foule en train de faire « comme la Zlatan », puis après, il y a plus rien. Au revoir, merci. Je sais pas ce qu'il a amené dans le film, en fait il ne sert à rien. Tous les caméos ne servent à rien, on le sait. Mais le pire c'est que je me disais, pourquoi on est là? Pourquoi on voit lui? Pourquoi on voit eux? J'arrivais pas à comprendre le déroulé des scènes entre elles, alors que dans le film il ne se passe rien. Excusez-moi, ça va durer encore longtemps les histoires de gauche-droite, droite-gauche? Non parce qu'à ce train-là, on va arriver en Chine à Saint-Glinglin. Pour qui il se prend celui-là? Je me suis senti très con. Je ne comprends pas, mis à part ces caméos, ce que Guillaume Canet a amené à l'univers Astérix. Il a dit qu'il voulait mettre de l'aventure, mais il voulait aussi mettre de l'émotion. C'est raté. C'est un beau projet, hein. Mais j'ai pas vu l'émotion du tout. Mais le pire, c'est qu'au final, ça me contredit cette vidéo. Quand on me dit, pour le deuxième film, Mission Cléopâtre, qu'il faut savoir, quand je dis que j'aurais aimé qu'il fasse un film en Égypte avec une histoire inédite, qu'on soit surpris, on me reproche de dire, mais pourquoi tu regrettes qu'il n'y ait pas la chanson du Pounig à l'arsenic? Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, de fer tiédi à la casserole. Parce que comme ils ont repris l'idée que j'aurais pas pris de reprendre quasiment le scénario de l'animé, sans se prendre la tête, eh ben j'aurais du coup au moins conservé la scène qui est la plus mythique de l'animé. Quelques gouttes de ciguë
de la bave de sangsue. Non, pas encore. Parce que la scène du gâteau, ils l'ont gardée, mais elle a rien. Donc je ne vois pas l'intérêt de refaire la même chose, pareil ou en moins bien. Mais là, on la tient, notre histoire inédite que je réclame depuis 5 vidéos. Une histoire inédite, c'est la seule chose qui pour moi peut justifier autant de budget, autant d'acteurs, autant de déguisements à la con. Au moins, j'aurais vu une histoire d'Astérix que je ne connaissais pas. J'aurais eu un intérêt à aller en salle. Donc je l'ai eu, mon histoire inédite. Pourtant, je me suis jamais autant ennuyé. Pourquoi? C'est pas logique. Déjà, le film fait l'erreur dans son scénario de nous montrer des Chinois qui vont aller chercher des Gaulois chez eux et de revenir. Il y en a pour 2 siècles à faire ça à l'époque. À mon avis, il y a plus près que les Gaulois pour trouver de l'aide depuis la Chine. Et du coup, si le film est un road movie, qu'on va voir un voyage, il va être long. Gaulle, Chine, si tu fais pas d'ellipse, tu vas avoir beaucoup d'étapes. Mais c'est très difficile de se structurer et de donner un intérêt à un déplacement constant. J'aurais préféré qu'ils viennent s'abriter, se mettre en sécurité en Gaule et qu'il y ait une espèce de cohabitation chinois-gaulois dans le village. Au moins, on aurait pu développer les personnages, on aurait pu comprendre pourquoi Falbala, d'un seul coup, a l'air de snobber Obélix en début de film. C'est très gentil, Obélix, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Plus tard? Pourquoi est-ce qu'elle snob Obélix au début et à la fin, quand elle voit qu'il a ramené quelqu'un, pourquoi d'un seul coup elle lui dit pourquoi tu m'as planté? Depuis que t'es rentré, tu me regardes plus. Je t'attends depuis des mois à me faire un son d'encre de sèche, et toi tu tombes amoureux? Mais tu m'aimes plus? Il manque une transition pour que ce soit sympa et crédible. Ou alors il fallait faire une ellipse complète, justifier qu'ils ont mis des mois ou des semaines à arriver en Chine et que le film se passe là-bas. Mais non, tu arrives là-bas pour une bataille et après tu rentres. Donc on va juste voir des décors faits en studio, comme d'habitude. Des prairies d'Auvergne pour la baston finale qui n'est pas si mal fichue parce qu'il y a beaucoup de monde à l'écran, ajouté numériquement, mais c'est plutôt crédible, mais il n'y a aucune tension dramatique. J'en ai parlé l'autre fois. Un bon Astérix, c'est pas parce que ça se finit bien que t'es pas obligé de les mettre en déroute et de les faire douter à un moment donné, pour nous faire douter nous aussi. Et puis l'histoire, quoi, c'est la même que le 4e. Tu vas chercher des Gaulois pour avoir leur potion magique, sauf qu'au lieu de ramener un tonneau, comme dans le 4e, tu ramènes, je crois, juste une gourde. Ça va faire just, hein. Et au final, du coup, t'as amené 2 Gaulois dans une baston qui leur appartient pas, mais c'est tout. Et après, ils rentrent en Gaule, en je sais pas, en fusée peut-être, mais pour faire la Chine-Gaule, Gaule-Chine, Chine-Gaule en 1h40, alors que c'est à l'autre bout de la planète, déjà ça tient pas. Astérix ou pas Astérix. Et en plus, on nous refait le même coup. Beaucoup ont reproché au 4e film d'avoir donné une histoire d'amour à Obélix avec Valérie Lemercier et d'avoir transformé Astérix en charreau, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Bah là, ils refont exactement la même. Obélix a encore son coup de cœur réciproque. Tatane. Et le Guillaume Canet, un petit peu racaille et qu'il a encore un petit peu mauvaise, eh ben il essaye mais il n'y arrive pas. Moi je vois dans ma vie, là je viens de prendre un virage qui correspond totalement à votre culture. L'équilibre, l'alimentation, les énergies, tout ça. On est très connectés en fait tous les deux. J'ai pas trouvé ça déplaisant dans le 4e film parce que je l'avais pas vu, moi je demande que de l'inédit. Mais alors, faire un film qui fait un reboot, qui fait table rase du passé pour reprendre finalement la même chose que le dernier, c'est un petit peu du foutage de gueule. Princesse, si vous voulez bien vous donner la peine. Dommage, pardon. On va faire un très beau voyage, princesse. Donc en fait, ce film ressemble beaucoup au 4e, qui était déjà le plus mou des 4, mais faire une copie du plus mou, bah vous voyez ce qui reste? Il reste rien. Puis-je savoir pour qui tu quitterais le grand César? Tabascos. Tabascos. Le grec, là? Putain, oh, c'est pas bien quoi, du bon. Je suis incapable de vous citer une scène qui m'est marquée. Aucune scène. À part celle de Pierre Richard qui s'enfonce, et se sont sentis obligés de refaire mot pour mot ce qui se passe dans La Chèvre. Sauf que si ça avait été Depardieu en face, j'aurais rigolé qu'on retrouve Depardieu Pierre Richard. Mais là, non. Et si c'était arrivé plus tard dans le voyage, en emmenant Panoramix vers la Chine et qu'en traversant un désert, il s'enfonçait, bah là, ça aurait fait une péripétie de plus et j'aurais compris. Sauf que ça se passe dans le village où ils sont tout le temps. Donc il n'y a pas de sable mouvant dans le village, il aurait su. Donc voilà, tout est plat, tout est moche, il se passe rien, les bagarres sont mal filmées, les bagarres n'ont aucune vocation à être parodiques, à être drôles, à montrer quelque chose. Il s'est juste fait plaisir en mettant des acteurs accrochés à des élastiques pour essayer de montrer, il est vrai, des scènes d'action sans trop d'effets spéciaux, mais du coup il en reste rien, parce qu'on a déjà vu des combats comme ça. On dirait la version Wish de la momie numéro 3 qui était déjà pas le meilleur. Et puis c'est un exploit quand même d'arriver à s'emmerder avec des acteurs tels que Vincent Cassel, s'il vous plaît. Vincent Cassel qui joue pas César. Je t'interdis de lui faire du mal. Je l'aime. Tu m'entends? Mais comment ça, tu l'aimes?
Comment ça, tu l'aimes? José Garcia, qui est méconnaissable avec son accent bidon. Non, on a dit pas de message. Non, reste de marbre, on fait rien. Voilà, on la laisse en marinade, comme un poulpe. Il reste à sa place, le délicat. Il paraît que c'est lui le meilleur dans le film. Non. Marion Cotillard, j'ai pas besoin de développer. C'est pas Cléopâtre, c'est une hystérique. Elle sert à rien. Il y en a un qui m'a amusé physiquement, c'est Vincent Dezania. Je l'avais pas reconnu. D'ailleurs, j'ai pas reconnu non plus Franck Gastambide. J'ai vu qu'il était dans le casting. Bonjour Franck, s'il me regarde. C'est toi, Franck, le pirate, mais je t'ai pas reconnu. Et même quand je regarde l'extrait, j'arrive pas à te reconnaître, donc bien joué. Mais c'est quand même con qu'il y ait Franck Gastambide dans le film et que je le vois pas. Parce que les prédateurs ici, c'est qui? C'est nous! Voilà! Il y en a une qui m'a amusé, c'est Bonne Mine, c'est Audrey Lamy. Ah, tu parles d'une Gaule, toi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est trop loin. Enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est même pas toi qui y seras allé, hein. Elle colle au rôle pour le coup. Mais je crois que c'est à peu près la seule. Et Idéfix joue très bien. Et puis il y a les caméos, on va en reparler, mais on a l'habitude depuis le 3. Ils sont là pour attirer tous les publics en salle en même temps. Ceux de YouTube, ceux de chez TF1 qui vont chez Arthur. Vous savez, les artistes ou les humoristes qui sont chez VTEP ou qui étaient chez VTEP, ça n'existe plus je crois. Ou ceux que vous voyez à Fort Boyard l'été en vous disant, mais putain, c'est qui ces gens-là? Ce soir, une nouvelle équipe s'invite sur le fort. Jérémy Ferrari. Pour les aider, ils pourront compter sur la comédienne Capucine Anave, mais aussi le comédien Gilles Alma, prêt à entrer dans la danse. Et pour finir, la talentueuse Le Capucine, encouragée par Elliot, qui a bien révisé ses classiques. Et là, on se dit, on a tous une chance d'aller à Fort Boyard, parce que si eux, ils y sont allés, bah, nous aussi. Moi, c'est mon rêve. Hein. Mais c'est là que je me rends compte que j'ai vieilli. Parce qu'il y en a la moitié des soi-disant guests que je ne connais pas. Et c'est de ma faute, hein. C'est moi qui suis un reclus, c'est moi qui vis chez moi dans ma bulle. Mais Aurel San, je suis désolé, je le connais pas. Je crois qu'il fait de la musique, il fait du rap. Il y a qui d'autre? Ragnar le Breton. Je crois que c'était un nom de personnage dans le film, mais non, c'est son vrai nom, Ragnar le Breton, qui apparemment est un humoriste. Désolé, je ne connais pas. Bon, McFly et Carlito, Big Flo et Oli, je connais les noms, mais je les croiserai dans la rue, je ne saurais pas que c'est eux. Ça m'intéresse pas. Il y a Chicandier. Chicandier, alors désolé, c'est moi le problème, je connais pas, je suis désolé, je sais pas qui c'est. Et il y a aussi un certain monsieur Fraise, un humoriste aussi. Cherchez pas, on va tous les revoir à Fort Boyard cet été, vous allez voir. Enfin bon, c'était écrit dans la bande-annonce qu'avec 40 guests, même si je les connais pas, tu pouvais pas faire 40 histoires sympas. On le sait, et j'espère qu'ils vont enregistrer le fait qu'on le sache. S'ils doivent encore en refaire un, s'il vous plaît, réduisez le casting, concentrez-vous sur les personnages, même si on les connaît, on doit les développer. Mais c'est pas parce que tu fais 5 millions d'audience au Big Deal sur TF1 que le baltringue au cinéma va fonctionner. Ça n'est pas le même marché, ce n'est pas le même fonctionnement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne sur Internet ne fonctionne pas en salle, et ce qui fonctionne en salle ne fonctionne pas à la télé, et c'est comme ça. Donc il faut l'enregistrer, s'il vous plaît. Alors attention, dans tous les films Astérix, il y a des castings prestigieux. Galabru en Abra Raccourcix, Pierre Palmade en Assurance Tourix, Sim en H Canonix, Ariel Dombal dans le rôle de sa femme. Bon, c'était pas des youtubeurs ni des sportifs, hein. Mais c'était l'un des éléments. On voyait un gros casting autour de plein d'autres composantes. Aujourd'hui, la seule motivation qu'ils ont pour nous faire venir, c'est la présence des comédiens, ou des humoristes, ou des acteurs, ou des musiciens, ou des sportifs. C'est la seule chose qu'ils ont pour nous appâter à venir. Eh ben, ça ne suffit plus. Attends, je change de rouleau et je suis à toi, hein. Casque, quand t'es plus. En voulant parler à tout le monde en même temps pour faire venir tout le monde, tu ne parles plus à personne. Et ce film, c'est exactement ça. Quand je pense que ce scénario a été écrit à 3 mains, en fait 6 mains, puisqu'ils ont 3. Donc 6 mains différentes pour écrire juste Chine va chercher Gaulois pour aller se battre en Chine. Même moi, je te l'écris ça. Surtout que 2 des scénaristes sont les scénaristes des Tuches. Ça, on va en parler des Tuches, parce que ça aussi, ça me révolte. C'est un exemple de plus qui montre que tu peux pas passer de l'écrit à l'écran comme ça. J'ai un exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est Astérix en Corse. À un moment donné, dans la BD Astérix en Corse, il y a un chantier où tu vois dans une bulle que ça fait 3 ans qu'ils ont commencé. Et il y a juste 3-4 pavés posés. Chantier commencé depuis 3 ans, avec 3 points de suspension. Et ces 3 points de suspension, ils veulent en dire long. C'est un truc où tu te dis quand tu lis ça, que là, c'est une petite pique envoyée au bâtiment où il y a toujours du retard dans les travaux. Tu peux pas faire ressentir l'effet de ces 3 petits points. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'écrit pour l'imagination. C'est comme le petit Nicolas, on en a parlé l'autre fois, mais le petit Nicolas, t'as une double lecture pour les enfants et pour les adultes. Et quand tu le fais au cinéma, bah, tu perds le double lecture adulte parce que tu te concentres que sur les gags visuels. Parce que les 3 petits points, ils passent pas. Donc, avec un casting qui n'est pas dirigé, avec un réalisateur dépassé qui a juste été content d'arriver au bout de son tournage, avec cette publicité mensongère de propagande où tu nous fais croire qu'il y a 50 acteurs dans le film alors que t'en vois que 3-4 de développés et les autres non. YouTube a son putaclic, et ben le cinéma a trouvé aussi son putaclic. C'est un prétexte pour nous faire venir, pour nous faire payer, pour nous arnaquer et nous laisser rentrer chez nous. Mais on a tous compris. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, vous faites quoi là? Rien. Et j'espère que eux aussi maintenant
pour le prochain film, puisqu'ils ont l'audace d'en faire un autre. Fini l'époque où un scénariste ou un réalisateur ou les deux se réveillent un matin en disant « J'ai une idée géniale, je veux la mettre en scène ». Des personnes qui avaient des visions et qui du coup s'accrochaient à cette vision et qui voulaient nous faire ressentir leur vision. C'était ça doit être ça le cinéma à la base. Alors que depuis le Covid, et c'était même le cas avant, c'est devenu une industrie qu'il faut faire tourner, il faut faire travailler des gens, et donc il faut faire pour faire. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de projets, il n'y a plus rien. Au cinéma, attention, je parle des blockbusters. Il y a plein de petits films qui sortent dans l'anonymat, qui restent 2 semaines à l'affiche et qui sont très bons. C'est même ceux-là qu'il faut aller voir pour essayer de contrebalancer ça. Ou alors, si je veux voir du travail, si je veux voir des projets aboutis, bah je reste chez moi, je vais sur Netflix. Je regarde des séries comme Umbrella Academy, comme Stranger Things, qui ont des moyens au moins aussi importants que les films, sauf que tu peux les voir sur 12 heures, 15 heures, 3 saisons, 4 saisons, et que tu as le temps de tout développer, et en plus t'es chez toi, et t'es dans ton canapé, tranquille, tu payes 15 € pour voir tout ce que tu veux, et non pas 15 € pour un film, tu te déplaces pas, t'as pas des cons autour de toi dans la salle de cinéma qui font du bruit, t'as pas des gosses qui crient, t'as pas des gens qui arrivent en retard, c'est inconcurrençable. Donne-moi cela! Bien joué. Ah si! Nom de Dieu, tu vas t'asseoir maintenant! 15 balles au cinéma, c'est sans les consommations. Et si vous avez faim en salle, prenez le WayFood, c'est moins cher. 4 € la bouteille et t'as un repas. Et en plus, tu peux te prendre un goût popcorn, un goût qui fasse bien cinéma. Et en plus, ça vous évite d'en foutre partout. C'est gentil pour ceux qui font le ménage derrière. Vous avez le code promo qui s'affiche ici et vous avez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour retrouver cette super promo. Et encore une fois, ça soutient la chaîne si vous en achetez un. Merci à vous. Voilà, j'ai rien à ajouter. C'est le pire des 5 films. Et le prochain ? Eh ben, on en parlera quand il sortira. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je suis désolé de ne pas avoir analysé le film point par point, mais il y a tellement rien à montrer. Pensez à mettre le like avant de partir. Je vais pas vous dire de mettre un commentaire du film parce qu'il y a tellement rien. Et comme il y a rien, bah, vous avez juste à dire. Tiens, hey, regarde ce que je t'ai apporté. Les restes des Mancos de Noël. Oh, ça c'est... regarde, c'est formidable. Et ça ira très bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.